Bonjour à tous. Désolé pour le petit temps de démarrage. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler un peu de Mixed Reality, d'automatisation, de DevOps évidemment, et de pas mal d'autres sujets qui rentrent en jeu quand on veut industrialiser une plateforme au sein d'une entreprise. Je m'appelle Jason, je travaille chez Airbus Hélicoptère, donc à Marignane, à côté de l'aéroport. Et on est en train, en ce moment, donc depuis quelques mois, et ça va continuer encore quelques mois, voire quelques années, d'industrialiser une plateforme de réalité mixte. On va essayer un petit peu, vous expliquer ce qu'on fait, ce que ça amène, et comment on avance sur ce sujet-là. Ah, j'ai perdu le focus. Ok, rapidement Airbus Hélicoptère, donc c'est le plus gros constructeur d'hélicoptères au monde, avec une répartition en termes d'activité sur 45% le civil, 55% le militaire. Alors j'en parle parce que vous allez voir tout à l'heure, ça a des impacts assez importants sur notre manière d'industrialiser les solutions. Et pas mal de partage aussi, à peu près 50-50 pour le coup, entre la création du produit, de l'hélicoptère, et tout le cycle de vie de l'hélicoptère, la maintenance, etc., le service qu'on amène à nos clients. Alors pour commencer, juste un petit peu de vocabulaire finalement. Qu'est-ce que la Mixed Reality? Donc la réalité mixte, chez nous, il y a pas mal eu de changements de vocabulaire aussi, si on regarde la littérature ces dernières années, avec un terme qui a été ces dernières années utilisé principalement par Microsoft avec HoloLens. Nous, quand on parle de réalité mixte chez nous, et c'est le cas depuis plusieurs années qu'on explore ces sujets, on parle d'un côté de la réalité virtuelle, de l'autre côté de la réalité augmentée. Et on n'a pas amené d'autres sujets, donc la réalité mixte chez nous, ça peut être aussi tout ce qui appelle réalité étendue, quand on voit ça dans les news. Donc la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? La réalité virtuelle, c'est une complète immersion au sein d'un environnement virtuel qui va nous permettre de créer plein de choses. L'environnement, amener aussi des indications complémentaires, etc. La réalité augmentée, elle, nous immerse. On n'a pas une immersion complète dans un environnement, on reste dans le monde avec tout le monde, mais on va avoir des informations numériques qui vont venir s'incruster pour nous donner des informations complémentaires, nous permettre de faire des choix différents, peut-être en ayant ces informations visibles qu'on n'aurait pas de manière standard. Et donc finalement, pour quel bénéfice? Pourquoi chez Airbus Hélicoptère on essaye d'avancer sur ces technologies? Donc il y en a plusieurs. Évidemment, c'est une augmentation de la productivité avec des solutions qui vont permettre d'accélérer à différents niveaux de la chaîne de valeur. On en parlera un petit peu plus tard sur les différents segments qu'on a. Simplifier aussi les process et arriver plus facilement pour des nouveaux venus à appréhender certaines choses. Faire de l'exploration, alors risk-free exploration, mais l'idée derrière tout ça, c'est de se dire comment on va pouvoir innover facilement, sans prendre trop de risques aussi financiers. Quand on parle de produits comme un hélicoptère, quand on fait de l'innovation, ça amène toujours c'est une grosse ampleur. Donc là, ça permet aussi de faire de l'innovation à moindre coût. Détection en avance de certaines choses. Pareil, on en viendra un petit peu plus tard, c'est des sujets très clés pour nous, c'est-à-dire on fait des changements de design, quels sont les impacts, comment on peut les anticiper au mieux pour éviter que ça soit un problème plus tard. Des réductions de coûts et une collaboration worldwide. Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, juste avant, mais Airbus Hélicoptère s'inscrit au sein d'un groupe Airbus, donc vous connaissez tous, je pense, les aviations, enfin l'aviation civile, l'aviation commerciale. Il y a aussi toute la partie défense et espace, et donc Airbus Hélicoptère. Et pour chacune des trois divisions, on a ce qu'on appelle des customer centers, mais des filiales dans chacun des pays pour diverses raisons. Et donc, ces solutions, en tout cas, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, vont nous permettre d'améliorer notre collaboration, qui parfois est peut-être un peu difficile pour plein de raisons.
Donc la Mixed Reality Factory chez Airbus, donc comme j'ai dit, on a 3 divisions. Et là, vous pouvez voir qu'en fonction des 3 divisions, on a plusieurs sites principaux de raccordement. Et l'objectif de cette factory de développement, c'est de construire une équipe de développement qui soit partagée au sein du groupe pour pouvoir réutiliser une partie des développements qui vont être faits chez l'un et chez l'autre et s'assurer d'avoir une cohérence globale de l'écosystème qu'on est en train de bâtir à l'échelle du groupe. Alors, il va de soi qu'on a aussi des fois des spécificités les uns et les autres qui font qu'on ne peut pas tout réutiliser. Mais en tout cas, c'est l'ambition et c'est l'objectif qu'on se donne. Et aujourd'hui, on couvre 6 pays pour répondre à ces problématiques. Alors, les différents cas d'usage. Alors, les cas d'usage principaux, donc c'est ceux-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces cas d'usage s'appliquent finalement sur l'ensemble de la gamme, qu'elle soit une gamme civile ou une gamme militaire, j'en parlais tout à l'heure. Et il faut qu'on prenne en compte ces contraintes, parce que c'est aussi des contraintes. Quand on parle de gamme militaire, on parle de classification de données avec des contraintes à respecter. Ça peut être des classifications au niveau de l'entreprise avec des programmes qui sont des programmes d'innovation avec un respect de la propriété intellectuelle, mais c'est aussi des problématiques légales avec de l'export contrôle parfois ou des sujets de sécurité nationale. Donc là, c'est plutôt qu'on est vraiment purement sur du militaire. Donc les différents segments, donc le premier c'est la procédure. La procédure, c'est quand on est en chaîne, permettre aux opérateurs de réaliser les actions en ayant finalement des informations additionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les opérateurs vont aller réaliser la construction, une étape de construction, ils ont un document en fait bien souvent papier ou en tout cas peut-être un PDF sur une tablette, mais ils ne peuvent pas le prendre avec eux pour aller réaliser l'action. Ils ont besoin de leurs 2 mains. Donc ça va nous permettre de donner la capacité à ces opérateurs, finalement, d'avoir les informations dans la lunette au fur et à mesure des actions qu'ils vont faire. Et donc ça va permettre d'accélérer cette partie de construction. Ça a aussi un intérêt en termes de qualité, c'est pas noté là parce que c'est assez lié à la procédure, s'assurer quand on a les checks qualité que les différentes opérations sont bien faites. De la même manière, on va aller indiquer les choses à vérifier à l'opérateur pour l'aider dans sa tâche au jour le jour. Le deuxième gros segment qu'on a chez nous, c'est la revue 3D. Pareil, la revue 3D, donc j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est comment on va pouvoir, sur des modifications de design de pièces, s'assurer qu'on n'a pas de problème de compatibilité sur l'appareil. Et donc, aujourd'hui, les pièces sont créées en 2D avec des outils comme CATIA ou autres. Et donc, on va pouvoir difficilement se rendre compte de certaines choses. Donc là, le fait de passer en mode réalité virtuelle, on peut avoir la pièce devant nous, finalement, et la prendre dans tous les axes et s'assurer qu'on a bien ce qu'on attend. La collaboration, j'en ai parlé aussi. L'important de la collaboration, c'est aussi lié à la procédure, c'est de permettre à l'opérateur, et on a d'autres cas d'usage, mais permettre à l'opérateur d'appeler un expert et lui dire je ne comprends pas cette étape ou j'ai une difficulté avec cette étape, on devait avoir telle chose, on a une chose différente, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la procédure que je dois suivre. Donc aujourd'hui, ça passe par une attente en chaîne. On attend que l'expert soit disponible et qu'il puisse venir. Là, l'idée, c'est que l'opérateur puisse l'appeler, en tout cas convenir d'un rendez-vous et éviter le déplacement de l'expert pour l'accompagner et l'aider à passer les différentes étapes. La collaboration, on peut aussi l'étendre avec nos partenaires qui nous livrent aussi des pièces. On ne construit pas l'ensemble des pièces des avions, des hélicos, des fusées. On a des partenaires qui nous accompagnent là-dessus. Et quand on intègre ces pièces-là, ça sera aussi un gain de temps de pouvoir travailler facilement, finalement, avec ces partenaires. Et puis, on peut aussi l'étendre avec nos clients. Aujourd'hui, quand on a des hélicoptères qui sont en vol ou chez des clients, c'est eux qui assurent la maintenance, dans certains cas. Et donc là, ça permettrait aussi de faciliter le lien entre le client, l'équipe de maintenance et le constructeur. Le marketing est aussi un point très important qu'on peut utiliser sur ces aspects.
principalement pour permettre au client de se projeter, quel type de configuration j'ai choisi, comment je vais pouvoir, si je mets telle option ou telle option, quels sont les impacts, comment je peux me projeter dans cette machine-là. C'est très difficile sur du papier ou sur des choses très statiques, et là ça permet de dynamiser un petit peu l'ensemble. Et le dernier, et pas des moindres, la simulation de vol. Donc là, pareil, l'objectif, c'est de simuler un vol, de permettre au pilote de se projeter sur des changements de design assez importants, s'assurer qu'il ait toujours sa capacité de bien se situer, de bien voir les choses, et donc il va pouvoir simuler un vol complet en réalité virtuelle. Donc ça, c'est les différents segments qu'on a. Donc vraiment plutôt avec des segments côté métier. Moi, je ne l'ai pas précisé, mais je suis complètement côté IT. Et l'idée, c'est comment nous, côté IT, on va pouvoir mettre en place une plateforme qui va répondre à tous ces cas d'usage, ou en tout cas répondre aux métiers, à les faire évoluer et à les accompagner sur ces solutions. Donc juste rapidement un petit retour en arrière, on remonte jusqu'à 2015 rapidement, mais de 2015 à 2020, finalement c'était le métier chez nous qui a commencé à explorer ces cas d'usage, à se rendre compte des différentes possibilités et a fini par maturer pour arriver à ces différents segments que je vous ai présentés et a commencé à faire du développement pour tester les choses et s'assurer que ça répondait à un vrai besoin. Donc c'est chose faite, ça a été prouvé, ça amène de la valeur. Maintenant, on est plutôt dans l'étape 2 et il faut qu'on arrive à maturer plutôt côté IT maintenant pour amener une plateforme qui soit suffisamment fiable, robuste et qu'on ait une certaine aussi maturité de notre portfolio applicatif. Jusqu'à aujourd'hui, on a peut-être créé des applications pour répondre à un cas d'usage précis. L'idée est peut-être d'avoir des choses qui soient un petit peu plus centralisées et qui pourraient permettre de répondre, pour éviter de développer 2 ou 3 fois la même chose, mais qui pourraient répondre à tout le monde. Donc on est vraiment dans cette étape-là. La sécurité est aussi quelque chose d'important. J'en ai parlé, j'en reviens, mais sur la partie militaire, la gestion des données, c'est des choses très critiques pour nous. Il faut absolument qu'on arrive à gérer ça de manière industrielle et à l'échelle pour pouvoir monter en gamme. Et puis, finalement, ce qu'on attend, nous, à partir de peut-être l'année prochaine, c'est qu'on a fini de construire cette plateforme, qu'elle réponde aux besoins et de s'assurer qu'elle s'insère finalement dans le procédé industriel de manière complète. Donc là, j'ai listé de manière assez simple, finalement, tous les points de blocage qui existaient sur cette première phase dont je vous ai parlé, et tous les sujets qu'on a dû débloquer ou qu'on est en train de débloquer pour permettre de passer un petit peu à l'échelle sur ces sujets-là. Alors le premier, il est assez basique, Mobile Device Management. L'idée, c'est de dire comment on gère nos devices. Aujourd'hui, dans toute entreprise qui a une certaine taille, on va commencer à gérer les PC, on va avoir du support sur ces PC pour que les utilisateurs ne perdent pas de temps avec des choses basiques. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, les casques de réalité augmentée, c'est des casques qui se connectent à un Wi-Fi comme un PC, qui ont un système d'exploitation, qui ont des applications, qui ont besoin d'être mis à jour, et il faut les gérer en tant que tels, comme un asset de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, on a dû développer une solution de gestion de device un peu plus... on a étendu la gestion de device qui avant était dédiée au laptop, au PC, et on a dû l'étendre à ce type d'environnement en respectant, parce que je vous ai dit précédemment, la sécurité, s'assurer que les données qui vont aller sur les devices ne puissent pas partir ailleurs, etc. etc. Et donc, on a fait le choix aussi d'étendre des usages qu'on avait déjà. Donc là, on a une solution, par exemple, de VMware pour faire ce type de solution, Workspace ONE pour ne pas les nommer. Et on va étendre cet usage pour pouvoir gérer nos devices de manière industrielle et permettre aux opérateurs de l'utiliser de manière assez native, sans se poser de questions de « Ah, est-ce que c'est le bon device? Est-ce que je peux l'utiliser? » ou « Est-ce qu'il est bien connecté au bon réseau ?» etc. etc. Le deuxième, c'est le setup de la plateforme pour s'assurer de bonnes performances. Donc ça aussi, c'est évidemment très important. L'objectif, il est assez simple. Assurons-nous d'avoir un back-end finalement un peu commun, ou en tout cas
suffisamment générique pour que l'ensemble des applications clientes qui font de la réalité virtuelle ou de la réalité mixte puissent s'y connecter pour échanger avec le reste du SI. Et donc, ça rejoint aussi le point d'en dessous, hein, l'intégration au sein du système d'information. On a besoin aussi d'aller chercher des informations autour de d'autres types de solutions. Je pense à des solutions d'IoT qu'on a chez nous, par exemple. Ça va permettre de faire le lien. On a aussi des solutions de MES, des solutions qui permettent de gérer le développement de la machine, enfin toutes les étapes de construction de la machine, donc d'aller récupérer des informations à ces étapes-là. Ou en tout cas, de pouvoir lancer une procédure parce que je suis à une étape donnée et que ma procédure a été complètement digitalisée et disponible en mode réalité augmentée. Donc voilà, donc tout ça, pour faire tout ça, on a besoin de s'intégrer à l'ensemble du SI. Et pour s'intégrer à l'ensemble du SI, on tire encore une fois nos contraintes de sécurité qu'on doit assurer. La gouvernance, j'en ai parlé un petit peu rapidement tout à l'heure, mais on a des équipes de développement dans 3 divisions distinctes, des équipes de développement qui sont aussi des fois déportées dans des filiales. Comment on s'assure d'une gouvernance commune, de règles de développement, pour ne pas aussi, des fois, redévelopper les mêmes choses, pour que les corrections de bugs qui servent l'un puissent servir à l'autre, etc. Et donc, on discute avec le groupe d'un alignement, d'utilisation de mêmes outils, de mêmes moyens de travailler pour pouvoir distiller tout ça à l'échelle au sein du groupe. La classification des données, donc là, pareil, j'en ai rapidement parlé, mais c'est très important. Aujourd'hui, si on a des données qu'on ne peut pas publier au sein de notre SI standard de manière classique, il faut absolument qu'on ait l'information. Donc l'information doit venir de l'amont, du PLM, par exemple. Et il est important de s'assurer de la bonne classification de données au sein du parcours de la donnée dans les différents environnements. Le data pipeline, donc ça c'est un élément clé qu'on a amené et qu'on essaye de bâtir. Les données de PLM qu'on récupère du PLM et qui sont nécessaires pour la réalité mixte ne peuvent pas être utilisées en l'état. Et donc, on a besoin finalement de créer un pipeline de données pour les convertir au bon format. Alors les convertir au bon format, s'il n'y avait qu'un seul format, finalement, ça serait assez simple. Évidemment, quand on fait de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, ou si on utilise tel ou tel autre device, on n'attend pas les mêmes formats. Et donc, on a besoin d'avoir ce pipeline de données qui va les convertir et qui va aller créer le bon niveau de conversion en fonction des besoins end-user qu'on a à l'arrivée. Il faut aussi qu'on ait un pipeline qui soit plus ou moins automatisé, parce que si on a des changements de design, il faut qu'on ait la capacité de retranscrire ce résultat dans nos environnements de réalité mixte ou de réalité virtuelle. Et donc, tout ça amène une certaine complexité qu'il faut gérer et qu'il faut industrialiser pour pouvoir passer à l'échelle, puisque si on passe par des étapes manuelles à chaque fois qu'on a un nouveau design, on ne peut pas passer à l'échelle. Le dernier point, le point de stockage, c'est aussi un point important. L'objectif pour nous, ce n'est pas de multiplier le point de recopier de la donnée de partout. Notre objectif, c'est de centraliser cette donnée-là. Donc, on a la donnée PLM qui est créée d'un côté, on a la donnée convertie de l'autre côté. Comment on va pouvoir remettre la donnée convertie peut-être sur une base de données globale qui soit gérée par le PLM ou par une autre équipe, mais en tout cas qui soit centralisée pour que l'ensemble des équipes qui font de l'AR ou de la VR puissent le récupérer de manière rapide, sans se poser de questions. Parce que finalement, quand je suis un utilisateur côté métier, que je veux faire une simulation de vol, je vais dire je veux aller voler dans tel hélicoptère avec telle révision, telle version, et je veux aller voler sur un plan de vol qui va être autour de l'aéroport de Marignane. Voilà. Et donc tout ça doit être disponible finalement à la demande de l'utilisateur, ou en tout cas qu'ils soient en capacité d'aller le chercher facilement. Il ne faut pas repasser par des étapes de conversion qui vont alourdir finalement le process.
On a parlé aussi tout à l'heure, il n'est pas noté là, mais on a parlé aussi de collaboration, liée à la collaboration et la remote assistance. C'est des sujets assez clés pour nous, pour lesquels on essaye de trouver des solutions fiables qui nous permettent d'avoir le bon niveau de sécurité associé. Aujourd'hui, les solutions qui étaient en place ne respectaient pas ça, et donc il faut absolument repasser par une sélection d'outils. Et voilà ce que je peux vous dire sur tous ces sujets. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit. Ou si c'était clair. S'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là. Merci d'être venu.